Arifureta, l'isekai se déroulant au royaume de Tortus, est de retour pour une troisième saison. Je vous propose alors un résumé de la première saison afin de vous familiariser avec les personnages qui composent le harem de Nagumo, mais également pour vous rafraîchir la mémoire sur le déroulement des événements ayant eu lieu. Installez-vous confortablement, je lance l'intro. Nous faisons la connaissance de Nagumo qui a été invoqué avec sa classe dans un autre monde nommé Tortus. C'est le dieu Eit qui les a invoqués depuis la Terre pour empêcher l'extinction de la race humaine. Dès lors, chaque élève bénéficie d'un talent rare. Nous avons Amanogawa, le héros, Sakagami le guerrier, Shizuku l'épéiste ou encore Kaori la guérisseuse. Nagumo, quant à lui, ne bénéficie pas d'un talent nécessaire pour le combat. Il est synergiste, une aptitude d'artisanat. Trois peuples coexistent en ce monde, les humains, les mages et les demi-humains. Humains et mages livrent de rudes batailles jusqu'à ce que les mages utilisent leur magie pour appeler des créatures en renfort, ce qui leur donne un net avantage par la suite. Depuis, les humains sont en voie d'extinction. Un jour, le jeune Nagumo décide de partir en exploration dans le labyrinthe d'Orcus, en compagnie de sa classe. Au 20e étage, ils finissent par tomber sur un magnifique minerai de Grants, dont Desuke s'empresse d'aller le ramasser, mais à son contact, tous les membres se font téléporter au 65e étage. Il s'agit d'un piège qui les amène directement face à des monstres qui apparaissent devant eux. Le capitaine Meld invoque un bouclier sacré pour empêcher les monstres d'approcher, mais cela s'avère inefficace. Alors Nagumo, n'écoutant que son courage, décide de faire barrage pour laisser le temps à tout le monde de partir. Une fois fait, il les couvert à distance pour qu'à son tour, il les rejoigne, mais l'un des membres en profite pour le viser directement, ce qui le fait tomber dans le vide. À son réveil, il tombe sur des créatures plus dangereuses les unes que les autres. Un ours lui bouffe même l'un de ses bras, alors Nagumo n'a d'autre choix que d'utiliser la transmutation pour tenter de s'enfuir dans la roche jusqu'à ce que l'ours décide d'abandonner de le poursuivre. Il se vide peu à peu de son sang, mais décide de vivre quoi qu'il arrive. Il boit de l'eau sacrée qui se trouve à ses pieds, puis ayant faim, il s'attaque à des monstres loups. Il les fait tomber dans un piège, puis les tue pour les manger ensuite. Mais il se passe quelque chose d'impensable. Nagumo est en train de se transformer. Ses cheveux se teintent en blanc et ses yeux virent au rouge vif. Il observe que ses statistiques ont augmenté et qu'il a également gagné de nouvelles compétences. Alors il décide de continuer à bouffer des monstres pour voir ce que ça donne. Et là, il comprend que ses statistiques augmentent à chaque fois qu'il mange du monstre. Et surtout qu'il gagne des compétences propres aux monstres mangés. Une fois rassasié et prêt à prendre sa revanche sur l'ours, il décide de le combattre. Pour cela, il s'est fabriqué un flingue et utilise la foudre pour augmenter la vitesse de propulsion des balles. Assez rapidement, il vient à bout de l'ours et le dévore. Il poursuit son chemin jusqu'à arriver à peu près à la moitié du labyrinthe. Il tombe sur une porte menant à une boîte de Pandore. Lorsqu'il touche cette porte, deux gardiens gigantesques sortent des murs, mais Nagumo en vient rapidement à bout en utilisant uniquement son arme à feu. Les deux clés nécessaires pour ouvrir la porte se trouvent à l'intérieur des corps des gardiens. Dès lors, Nagumo peut ouvrir la porte désormais. À l'intérieur, il trouve une vampire enchaînée. Elle lui demande de bien vouloir la libérer. On l'a trahi puis enfermée ici car elle est jugée trop puissante en plus d'être immortelle. Elle se remet instantanément des blessures qu'elle subit. Nagumo accepte de la délivrer et lui donne un nom, Yue. Soudain, un piège se déclenche à sa libération. Un scorpion se trouve au plafond et attaque aussitôt nos deux amis, mais Nagumo encaisse l'attaque en voulant protéger Yue. Pas de gros bobos, mais encore un nouvel ennemi à affronter. Yue mord Nagumo pour se nourrir de son sang afin de regagner de l'énergie. Elle lance ensuite Voûte d'éther pour fragiliser la carapace du scorpion afin de permettre à Nagumo de tirer à travers pour venir à bout du monstre. En raison des ennemis de plus en plus coriaces, Nagumo crée un fusil de chasse, le Schlagen, qui promet des tirs plus performants. L'instant d'après, ils se font pourchasser par une bande de dinosaures qui possèdent une drôle de fleur sur leur museau. Nagumo et Yue en concluent qu'il s'agit sûrement d'un parasite, permettant à quelqu'un de les contrôler à distance. Ils trouvent une grotte non loin d'ici et s'y faufilent pour se mettre à l'abri des dinos. À l'intérieur de la grotte, des petites bulles vertes flottent dans les airs, mais à leur contact, Yue contracte une fleur sur sa tête également. Elle n'est plus maître de ses mouvements, le monstre se montre enfin. Dès lors, Yue vise involontairement Nagumo, mais lorsqu'il se fait toucher par une attaque censée lui faire pousser une fleur sur la tête, rien ne se passe. Il a mangé tellement de monstres, il ne possède sans doute plus les caractéristiques humaines de base, ce qui lui permet de sortir son arme pour buter la plante avec l'accord de Yue, bien entendu. Un gigantesque escalier apparaît ensuite. Nagumo estime d'après ses calculs qu'il s'agit du 100e et dernier étage.
Ils font face à une gigantesque pièce où se trouve le gardien des profondeurs. Il s'agit d'un hydre à 6 têtes, dont chacune est dotée d'une capacité d'attaque qui lui est propre. La tête blanche est celle qui soigne les autres. Alors Nagumo et Yue décident de se concentrer sur elle, mais forcément, les autres têtes la protègent car elles connaissent leurs faiblesses. Dès lors, Nagumo sort la grosse artillerie et déploie Schlagen, son fusil de chasse. Il tire une boule d'énergie gigantesque qui tue 3 des têtes, puis c'est au tour de Yue d'abattre les 3 dernières avec Foudre Céleste. Le gardien des profondeurs est vaincu, mais Yue aperçoit une autre tête qui se dresse, celle-ci apparaît d'une couleur plutôt argentée. Elle est bien plus puissante que ses consoeurs et s'en prend directement à Yue, alors Nagumo s'interpose pour encaisser l'attaque à sa place puis s'effondre au sol. Yue tente de le réveiller grâce à l'eau sacrée, mais rien n'y fait. Elle se charge alors seule du serpent argenté en prenant l'arme de Nagumo, mais en essayant de s'approcher de lui, elle se fait toucher par l'un de ses souffles. Quand vient l'heure du coup de grâce, Nagumo se réveille enfin et prend Yue dans ses bras. Il apparaît plus rapide que précédemment, gonflé à bloc. Yue en profite pour lui absorber de son sang pour faire le plein d'énergie à son tour. Pour venir à bout de ce serpent, Nagumo a une idée. Il place des grenades à différents endroits du plafond et une fois au sol, il tire dessus pour faire s'écrouler le plafond sur le serpent. Yue conclut enfin le combat en invoquant Voûte d'éther qui vient s'écraser sur le serpent, leur donnant une bonne fois pour toutes la victoire. Déjà que Nagumo a perdu un bras contre le monstre ours, cette fois c'est son œil droit qu'il perd face à l'hydre. Néanmoins, ils finissent par arriver à une pièce, celle du créateur du labyrinthe, un certain Oscar Orcus. Il a laissé un message enregistré donnant tout son pouvoir à celui qui est parvenu à faire face à tous les obstacles. Oscar Orcus était un maître synergiste. Il dispose d'un atelier où un tas d'artefacts et inventions s'y trouvent. Alors Nagumo propose à Yue de rester ici quelque temps, histoire de s'entraîner et de fouiller un peu tout ce qui s'y trouve. Il se fabrique un bras bionique et découvre que pour sortir du labyrinthe, il lui faut détenir la bague d'Orcus. Tâche assez simple puisqu'elle se trouve à son doigt encore. En complétant les autres labyrinthes, il est possible d'obtenir la magie des bâtisseurs, et ainsi pourquoi pas utiliser cette magie pour que Nagumo puisse enfin rentrer chez lui. Le groupe de sa classe poursuit leur descente au sein du labyrinthe et arrive au 65e étage. C'est un palier car personne n'est parvenu à descendre plus bas, personne sauf Nagumo et Yue bien évidemment. Ces derniers d'ailleurs prennent le portail de téléportation pour enfin retrouver la terre ferme. Ils tombent sur une drôle de lapine, elle se nomme Shia et réclame leur aide pour sauver son peuple Olia. Shia est la seule de son espèce à bénéficier de pouvoirs de monstre, elle peut voir un avenir hypothétique et c'est exactement la raison pour laquelle elle les attendait à cet endroit-là. Vu que Nagumo veut traverser la jungle Altina, Shia se propose pour leur servir de guide et à force de les supplier, c'est Yue qui finit par craquer et accepte de l'aider. Ils arrivent alors à la forêt où vit une partie du peuple Olia pour les sauver des monstres qui les attaquent. À partir du moment où les pouvoirs de Shia se sont déclarés, elle a été haïe par son peuple et a dû fuir son pays natal vers Belgun. Ses parents et d'autres lapins ont décidé de la suivre pour la protéger et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à vivre dans la forêt. Devant la puissance de Nagumo, tout le peuple réclame un entraînement intensif pour qu'il soit suffisamment fort pour vivre en paix. Nagumo accepte de les entraîner, mais à sa méthode, c'est-à-dire un peu brusque. Mais les résultats sont là. Tema les corps des lapins et lapines sacrément efficaces. Shia de son côté s'entraîne face à Yue et parvient même à les rafler sur la joue. Mais cela suffit pour gagner son pari qui est de les accompagner dans leur aventure. C'est ainsi que la bande est passée de 2 membres à 3. Ils arrivent tous les 3 au prochain labyrinthe situé aux gorges de Raizen. C'est Shia en personne qui parvient à trouver l'entrée du labyrinthe complètement aléatoirement en poussant une pierre. Une fois à l'intérieur, nos amis traversent de multiples pièges jusqu'à arriver à une porte gigantesque protégée par un grand nombre d'armures tout aussi imposantes. Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais Shia possède une puissance physique impressionnante et pour se battre, Nagumo lui a confectionné un magnifique maillet. Tous les 3 pètent alors un max d'armure et franchissent la porte pour arriver à la salle finale, celle du Big Boss, j'ai nommé Milady Raizen, le maître de ce labyrinthe. Elle possède une armure gigantesque et contrôle la gravité, mais s'occuper de 3 adversaires à la fois n'est pas évident. Nagumo s'approche d'elle pour lui enfoncer un pieu à travers son armure, mais celui-ci manque de profondeur. Il n'a pas détruit son noyau. Alors Nagumo demande à Shia de l'enfoncer avec son maillet, ce qui leur donne la victoire. Fastoche, non? Pour les récompenser de cet exploit ô combien exceptionnel, Milady leur offre son pouvoir de gravité à travers une bague, tout comme ce fut le cas avec Oscar Orcus, puis les fout dehors à coups de chasse d'eau. Shia n'est pas loin de se noyer d'ailleurs, mais heureusement, Nagumo ne perd pas de temps et vient tout de suite à son secours. Il lui fait les premiers gestes de secours, ce qui réussit à réveiller Shia, qui en profite pour lui rouler une pelle comme jaja. La nuit est tombée, nos amis prennent la première auberge pour se reposer. Le lendemain, ils rencontrent Ilwa Chang, le maître de la guilde des aventuriers de Furen. Il a entendu parler de leur exploit au cours du labyrinthe de Raizen,
Alors il leur propose une mission. Des individus ont disparu en se rendant vers la montagne au nord, mais parmi les disparus se trouve Will, fils du comte Kudeta. Comme à son habitude, Nagumo refuse, il souhaite se concentrer sur son objectif de rentrer chez lui sur Terre, mais lorsqu'Iwa insiste, il voit là l'opportunité de lui soutirer quelque chose. Il accepte en échange de recevoir des plaques de statue ainsi que de répondre à tous ses désirs le moment venu. Iwa accepte sans négocier et nos amis partent alors en direction des montagnes. Sur le chemin, Nagumo souhaite faire une halte à la ville d'Ur, où se trouvent des rizières pour manger du riz, car depuis son arrivée au sein de Tortus, il n'en a pas mangé. En arrivant à un petit resto, il retrouve sa sensei, Madame Atayama. Elle est heureuse de voir qu'il n'est pas mort, bien qu'il ait énormément changé. Il reste d'ailleurs très évasif pour l'expliquer en disant juste qu'il en a bavé. Face à son ignorance envers sa professeure, un soldat de Dieu ose le remettre en place, en plus d'insulter Shia ainsi que Yue. Il n'en faut alors pas plus pour que Nagumo dégaine son arme et lui tire à l'épaule pour lui apprendre de se tenir convenablement lorsque des gens mangent. Une fois le calme revenu, Nagumo termine son repas puis s'en va en compagnie de Yue et Shia. Il retourne quand même voir sa sensei en pleine nuit dans sa chambre pour lui raconter tout ce qu'il a appris en enquêtant dans les labyrinthes. Un humain a compris que Dieu se jouait d'eux pour s'amuser en les opposant face aux mages. Alors il décida de former un groupe appelé les Libérateurs pour mettre fin à sa vie. Mais le dieu en question les accusa d'hérésie, ce qui monta les autres humains contre ce groupe. Pour se protéger et fuir leurs poursuivants, les Libérateurs ont créé les labyrinthes pour s'y cacher et transmettre leur héritage à toute personne parvenant à réussir les labyrinthes. Avant de partir, Nagumo confirme à Madame Atayama qu'un élève a tenté de le tuer. Il la met alors en garde pour protéger les autres élèves. Le lendemain à l'aube, nos amis reprennent la route, mais ils tombent sur qui? Sur Madame Atayama et les élèves. Elle lui demande de finir de lui raconter tout ce qu'il sait en se rendant à la prochaine ville. Une fois arrivé là-bas, elle lui promet de le laisser tranquille. Ils arrivent alors au pied des montagnes. Nagumo utilise des drones de reconnaissance pour tenter de trouver un indice concernant la disparition de Will Kudeta. Ils trouvent des traces de conflit et se rendent alors tous sur les lieux pour analyser la zone. Il y a des épées, des armures, un combat a eu lieu récemment. Mais soudain, Nagumo capte la présence d'un humain dissimulé derrière une cascade d'eau où se trouve une grotte. À l'intérieur, Nagumo finit par trouver le fameux Will Kudeta. Sur demande d'Iwa, le maître de la guilde Furen, souvenez-vous. Il explique qu'ils se sont fait attaquer par un dragon et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de fuir pour survivre. Nagumo le rassure en lui disant qu'il l'a bien fait, puis sort de la grotte. La nuit est tombée, nos amis commencent à rentrer, mais un dragon les attaque, le même qui a attaqué Will et ses compagnons. Nagumo sort alors un bouclier énorme pour se protéger, ainsi que les élèves d'ailleurs, des flammes ardentes du dragon. Yue lance Vortex Céleste pour perturber le dragon, puis Shia enchaîne avec un violent coup de maillet sur sa tête. Mais le dragon n'a même pas une égratignure, alors Nagumo sort cette fois-ci son sniper et lui éclate l'une de ses ailes, qui le fait tomber au sol. Il prend ensuite un énorme pieu et le fout dans le seul endroit où le dragon n'a pas de défense, son cul. Et il l'enfonce bien même. Hurlant de douleur, voire de plaisir, le dragon balance tout sur sa présence ici. Alors qu'elle tapait sa meilleure sieste, un homme vêtu d'une cape s'est approché d'elle pour la contrôler mentalement. Il lui a demandé de tuer le jeune garçon Will ainsi que tous ses compagnons. Elle les alerte d'ailleurs qu'il est en train de lever une gigantesque armée de monstres et Nagumo confirme malheureusement ses propos, en observant cette armée se diriger vers la ville d'Ur. Le dragon n'ayant plus de mana, il retrouve sa forme d'origine. Il s'agit d'une humaine, nommée Thioclarus, du clan dragon de Clarus. Maintenant que Sensei Atayama est au courant que la ville d'Ur est sur le point de se faire attaquer, dans 2 jours environ, elle réclame l'aide de Nagumo. Il ne peut vraiment rien lui refuser, alors il se met aux préparatifs pour intercepter cette armée de monstres. Le temps presse, les préparatifs sont terminés, il n'y a plus qu'à attendre l'ennemi, et ça tombe bien puisqu'il arrive. Nagumo ne perd pas de temps et sort tout de suite son sniper pour éliminer un dragon afin de lancer l'offensive. Thio la dragonne se joint à eux et grâce à un anneau qui emmagasine le mana, elle peut s'en donner à cœur joie et lâcher toute sa puissance. Avec l'aide de Yue et Shia, nos amis parviennent rapidement à supprimer les monstres clés qui guident les autres monstres. Et Nagumo capture l'homme à la cape noire. Il s'agit d'un élève de sa propre classe, Shimizu. Il avoue avoir pactisé avec un démon pour obtenir plus de puissance, mais pour cela, il doit supprimer Sensei Atayama. Pas cool du tout ça mec. Elle tente de le raisonner en lui demandant de ne pas se diriger vers ceux qui veulent profiter de sa faiblesse, mais Shimizu profite de son inattention pour la prendre en otage. Il menace de la tuer en lui injectant du poison si Nagumo ne lui donne pas toutes ses armes. Shia lui fonce alors dessus pour l'empêcher d'agir, mais il a tout juste le temps de planter le bout de l'aiguille dans le cou de la sensei. En plus de ça, dans le même temps, un ennemi au loin sur un dragon tire sur Shimizu et touche également Shia. Nagumo s'occupe alors de retirer le poison d'Atayama,
puis soigne ensuite la blessure de Shia avec l'eau bénie. Shimizu étant grièvement blessé, Nagumo préfère le tuer, pour éviter à sa professeure d'endosser cette responsabilité d'avoir perdu l'un de ses élèves, par sa faute. Après quoi Nagumo, Yue, Shia et dorénavant Tio reprennent la route pour ramener Will Kudeta à Illwa, au sein de la ville de Furen. Une fois fait, Nagumo tient à la promesse faite à Shia, qui est de se promener dans la ville toute l'après-midi. Mais soudain, Nagumo sent la présence d'un enfant dans les sous-sols de la ville. Il descend de jeter un œil et tombe sur un enfant du peuple des mers, qui se nomme Miu. Une fois lavée et nourrie, Nagumo la remet aux autorités pour qu'ils la renvoient d'où elle vient. Mais, quelques minutes après leur départ, une explosion éclate à l'endroit où Miu a été laissée. Les vilains l'ont récupérée pour la vendre, alors Nagumo demande l'aide de Yue ainsi que de Tio pour détruire les repères des hommes complices de vente des esclaves. Pendant ce temps, Nagumo trouve l'endroit où se déroule la vente aux enchères, puis tue tout simplement le mec à la tête de l'enlèvement. Il délivre Miu et décide de la garder avec eux. Ils se rendent ensuite à la ville d'Oro, transmettre une lettre au maître de guilde, Loabawavis, de la part d'Illwa. Soudain, un jeune homme fait irruption dans la pièce, il s'agit d'Endo, un camarade de classe de Nagumo. Il lui explique que tous les autres élèves sont en danger dans le labyrinthe d'Orcus. Ils font face à un démon redoutable et réclament alors son aide. Effectivement, ils sont bloqués au 90e étage. Shizuku, comprenant la situation délicate dans laquelle il se trouve, demande alors à Endo de partir prévenir le capitaine Meld, qui protège le portail de transfert au 70e étage. Grâce à sa classe d'espion, il peut y retourner sans être repéré. Il parvient à prévenir le capitaine Meld, mais ce dernier se fait attaquer par l'un des monstres du démon. Il lui fait face et demande à Endo de sortir d'ici pour aller chercher du renfort, et c'est précisément ce qu'il fait en essayant de convaincre Nagumo de l'aider à sauver ses camarades. Au 90e étage, c'est plus que tendu. Amanogawa tient tête aux monstres qui apparaissent, mais Suzu se fait grièvement blesser à l'abdomen, qui la transforme peu à peu en statue de pierre. Daisuke propose alors d'accepter l'offre du démon pour éviter de périr sous ses mains. Elle souhaite qu'il se range de son côté, mais Amanogawa le refuse catégoriquement. C'est alors que le capitaine Meld les rejoint, bien mal en point, et cela ne va pas s'améliorer puisqu'il se fait transpercer dans le dos par la créature qu'il combattait plus tôt. Tout semble perdu pour nos amis jusqu'à ce qu'intervient enfin Nagumo. Il est parvenu à les rejoindre rapidement en creusant directement des trous entre les niveaux. Tous ses camarades sont surpris de voir à quel point il a changé et surtout d'observer sa puissance colossale alors qu'il ne disposait même pas d'aptitude pour le combat en arrivant au royaume Tortus. Il se débarrasse de la totalité des monstres invoqués par le démon avec l'aide bien entendu de Shia et Yue, puis passe à l'interrogatoire. Bon, pour qu'il ait toute l'attention du démon, il lui tire dans les jambes, histoire de lui montrer qu'il ne plaisante pas. Pour Nagumo, sa présence ici est liée à la recherche de la maison d'Oscar, celui qui a fondé ce labyrinthe, et pour cela, elle et la personne qui lui a conféré son pouvoir ont utilisé les humains pour qu'ils puissent leur ouvrir la voie sans rien faire. Après quoi Nagumo, comme à son habitude, décide de la tuer pour ne prendre aucun risque de représailles, ce qui n'est pas du tout au goût d'Amanogawa qui considère cela comme un meurtre. Mais Nagumo a toujours été très clair sur ce sujet, tous ses ennemis, il les tue. Dans ce monde, c'est chacun pour soi. Il l'a bien compris lorsqu'il a dû se débrouiller seul dans le labyrinthe. Bref, tout rentre dans l'ordre, le capitaine Meld s'en tire grâce à l'eau sacrée que possédait encore Yue. Une fois sorti de la grotte, Kaori Shirazaki choisit d'écouter ses sentiments et de suivre le groupe de Nagumo, parce qu'elle l'aime. Cela ajoute une nana supplémentaire dans le harem de Nagumo, de belles perspectives de jalousie en vue. Rendez-vous pour le résumé de la saison 2, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.